pour ce webinaire trimestriel. Chaque année, on organise donc via Néo 4 webinaires dont l'objectif est de partager des pratiques, des savoir-faire et en particulier mettre en avant, bien évidemment, des usages et des pratiques d'innovation chez plus que, j'ai envie de dire, plus que nos clients, nos partenaires, vu le- la dynamique avec laquelle on travaille ensemble, notamment avec l'équipe de Framatome. Donc, avec nous aujourd'hui pour parler d'un sujet pas simple et j'ai envie de dire même transformant, l'objectif de faire évoluer et surtout d'intégrer l'innovation dans des process, enfin plus que dans des process, dans l'organisation vraiment au complète. Alors, pour parler de ce sujet, on a avec nous Géraldine, Eric et Élise qui sera mon acolyte tout au long de ce webinaire. Euh, je vous propose de vous présenter Géraldine et Eric avant de plonger dans le sujet. Bonjour à tous, du coup Géraldine Doat, je travaille chez Framatome maintenant depuis 2 ans et je travaille dans l'équipe innovation corporate. Bonjour à tous, c'est Eric Orieri. Donc, moi, je suis chez Framatome dans la business unit instrumentation contre commande depuis 5 ans. Euh, bon, voilà. Dans l'innovation. Et dans oui, pardon. Et je suis responsable de l'innovation de la business unit INC et de tout ce qui est nouveau business, et nouvelles solutions. Pardon. Je me disais bien que le sujet te concernait. Élise, pour ceux qui ne connaissent pas Élise, Élise en charge du développement commercial de Vianéo depuis 3 ans voilà, dans l'innovation. de fait. Alors, pour ce webinaire, on vous propose 3 temps. Un temps où je vais donner un peu de vision, on va dire, un peu macro et avec ma casquette en particulier euh, d'une personne qui, depuis 15 ans, œuvre sur ce sujet de la maturité de l'innovation dans les entreprises, et puis avec aussi ma casquette d'experte au sein de l'AFNOR et des travaux sur la norme ISO 56001. Et puis, je laisserai le plus vite possible la parole à Géraldine dans un premier temps, et ensuite à Eric, qui chacun nous présenteront à la fois les enjeux à un niveau corporate, enfin respectivement Géraldine à un niveau corporate et l'objectif de diffusion vraiment de ces pratiques d'innovation. Et puis Eric qui nous parlera de ses projets concrètement au sein de la business unit dans laquelle il déploie justement l'innovation. Je vais partager mon écran pour illustrer mes propos au démarrage. Hop, voilà. Et en grand écran. Donc voilà notre sujet donc de la R&D à la valeur, la force d'un process d'innovation systémique. Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, qui est la mise en œuvre de pratiques très concrètes et opérationnelles pour aider les projets vraiment à émerger, je voulais faire cette petite introduction pour montrer qu'en fait aujourd'hui, il y a un vrai sujet. Je suis passée vite sur vous, mais on s'est déjà présenté. Aujourd'hui, il y a un vrai sujet de cadre, en fait, d'implémentation de l'innovation. Alors, vous avez devant vos yeux, peut-être certains le connaissent, ce cadre un peu revisité de la norme, de la manière de représenter la norme ISO 56001, avec avec tous ces chapitres. Ce qui est intéressant dans l'approche, et ce sur quoi je veux insister en préambule, c'est vraiment le fait qu'on ne peut plus aujourd'hui, et toutes les organisations en ont conscience, imaginer l'innovation comme quelque chose de peut-être d'accidentel, ou le fait du héros en interne, ou le fait de l'opportunité, mais face à un monde de plus en plus incertain, bref, je n'aurais pas refaire le contexte géopolitique qu'on vit au quotidien, on a besoin finalement d'avoir une prise de conscience et des réflexes d'innovation à tous les niveaux de l'organisation. Et ce qui est intéressant dans le cas Framatome, qu'on va vous présenter ce soir, c'est le fait que vraiment l'équipe innovation qui est intégrée à la direction stratégique a pris le sujet comme un sujet à la fois
corporate complet, donc avec des enjeux de définition du contexte, d'embarquement autour du management et en particulier du top management, de l'organisation sur un planning, en tout cas des enjeux stratégiques et des objectifs opérationnels définis. Bon, en tout cas, c'est aussi en cours de travail sur cette vision assez macro pour mieux embarquer ensuite l'opérationnel et favoriser au travers de différentes activités le fait que des idées deviennent vraiment des projets à valeur ajoutée. Donc, on ne peut pas prendre le sujet uniquement à un endroit de l'organisation aujourd'hui. En tout cas, conseille grandement à ce que ce soit pas juste l'affaire de quelques-uns. Et je pense que pendant ces 10 dernières années, ça a été beaucoup l'affaire de quelques-uns, moyennant quoi ça a été souvent vu comme un espace un peu à côté, où on fait des choses dans son coin qui ne rapportent pas, voilà, avec tous les effets collatéraux négatifs que ça peut engendrer dans une organisation. Aujourd'hui, le sujet, c'est vraiment d'embarquer tout le monde à tous les niveaux dans une posture et dans des pratiques qui vont parler et qui vont surtout permettre de créer cette valeur ajoutée tant attendue. Euh, et donc, comme je le dis, ça concerne vraiment tout le monde. Ça concerne aussi bien les comités exécutifs dans l'enjeu de définir une intention d'innovation et in fine de mesurer, parce que quoi qu'il en soit, il faudra mesurer la performance de ces actions, même si ce ne sera pas forcément de la même manière que les actions d'exploitation du quotidien, mais néanmoins, ben, il faut être garant de la performance. Et peut-être aussi, ce matin, on avait un atelier sur l'innovation avec des entreprises ici à Sophie Antipolis et on a parlé de robustesse. Donc peut-être aussi garant de la performance, mais on pourrait rajouter garant de la robustesse globale de l'organisation. Ça va évidemment embarquer les managers de l'innovation dont l'objectif est de stimuler les activités, de diffuser la culture et de suivre du coup les résultats. Donc le rôle de Géraldine qui va nous en parler. Et puis, au cœur de tout le dispositif, l'enjeu, c'est que finalement, tout un chacun collaborateur, à un moment donné, puisse être dans une position et dans une situation où ils se disent, et en fait, et si on résolvait ce problème? Et si cette idée-là qui émerge ou cette technologie nous apportait une nouvelle capacité? Voilà. Et c'est plus du tout l'affaire de quelques-uns ou alors de serial entrepreneurs internes dans l'entreprise, mais vraiment une capacité qui se déploie et qui dépasse un cadre petit qui aura été défini dans l'organisation. Donc vraiment, cette vision systémique qui embarque tout le monde est absolument fondamentale et on va le voir dans le cas de ce que va nous présenter Géraldine. C'est bien vraiment de cette manière-là que l'équipe a pris le sujet. Le point qui est important, c'est que grâce à cette vision systémique, en fait, et globale d'un cadre, d'une structure, de pierres angulaires finalement, qui vont pouvoir être posées dans toute l'organisation, on va pouvoir suivre justement la performance ou plutôt la robustesse, comme du système de management de l'innovation qui vont, in fine, apporter vraiment les capacités complètes pour l'organisation de créer de la valeur et non pas de décevoir comme c'est souvent le cas aujourd'hui parce qu'on sait mal prendre cette patate chaude que représente l'innovation qui dérange et crée par définition de l'incertitude et de la complexité. Donc un enjeu d'aller regarder à chaque niveau en fait comment tout l'ensemble du cadre qu'on a défini évolue et se diffuse et est compris et est communiqué et explicite au sein de l'organisation, avec toujours cette vision globale. Dans le cas de Framatome, mais de beaucoup d'entreprises industrielles qu'on rencontre chez Vianeo, ce qu'on observe très souvent, c'est que le point d'entrée est en général la R&D. Pourquoi? Parce que la R&D, par définition, c'est le lieu où émergent des idées, où émergent des technologies. Mais on a de plus en plus un enjeu vraiment en fait, et en tout cas c'est ma vision des choses, que la R&D
est un enabler, est un support, est un élément du système, mais n'est pas là où se passe uniquement l'innovation. Et donc, il faut sortir de cet espace. Alors peut-être commencer par cet espace parce que c'est là où les capacités se trouvent, c'est là où les ingénieurs sont les plus dans une posture, on va dire naturellement, d'innovateurs, mais le risque c'est que souvent ils sont dans une posture d'inventeurs. Et donc on va le voir avec le cas Framatome, que l'objectif c'est justement de les faire passer à une posture d'innovateur, c'est-à-dire de personnes connectées avec des enjeux d'usage et de marché. Je ne vais pas en dire plus, mais l'objectif, in fine, c'est vraiment de pouvoir avoir, grâce à cette vision systémique complète, centrée vraiment sur la création de valeur et l'usage, et donc qui est la définition même de l'innovation, ça va vraiment être de pouvoir aligner à la fois top-down, bottom-up, l'ensemble des actions, de faire en sorte que tout les personnes se sentent concernées et en collaboration, ce qui est un moyen bien évidemment très efficace pour faire face à l'incertitude et bien sûr de pouvoir adapter en fait et d'embarquer, d'adapter les niveaux de compétences en fonction de la position de chacun. Et l'enjeu, c'est que ce ne soit pas juste le fait d'un collaborateur dans son coin ou alors d'un sponsor très haut placé qui a absolument envie de lancer une innovation, mais que ça soit vraiment accessible à tout un chacun et que des managers qui sont très centrés sur des enjeux d'exploitation avec des objectifs à atteindre soient aussi ouverts à des espaces d'exploration qui, in fine, vont pouvoir peut-être leur permettre de faire évoluer leur propre pipe et résultats vers de la création de valeur dont tout l'ensemble de l'organisation bénéficiera. Donc le sujet, c'est, voilà, on va sortir d'une optique où, encore une fois, c'était un fait peut-être du prince d'innover, ou alors un fait héroïque d'une personne qui est partie euh, bille en tête et peut-être un peu la fleur au fusil, mais qui est arrivée à porter un projet mais souvent avec beaucoup de casse. Mais c'est en fait l'enjeu de toute l'entreprise d'arriver à innover. Et donc, je vais passer la main à Géraldine qui va nous montrer comment bah, voilà, l'approche de business design qui est portée par Vianeo est en train de prendre sa place progressivement, mais de manière très opérationnelle, sans qu'on soit là. Mais pour nous, c'est la bonne nouvelle, puisque c'est les équipes internes qui s'approprient complètement l'approche à travers tout un ensemble d'actions qui se portent mutuellement et qui sont vraiment dans une optique et dans une construction systémique pour que tout le monde soit concerné à un moment ou un autre. Et juste avant de passer la main, notre petite Marelle est au cœur de cet enjeu. Euh, mais vous la connaissez, ou ceux qui ne la connaissent pas, ben, vous risquez de la voir passer. Euh, voilà le fil conducteur et l'ADN qui porte toute cette réflexion. Géraldine, je te propose j'arrête le partage pour mieux te, te voir, vous voir tous les deux. Euh, et je te propose bah, peut-être de commencer. Oui, j'ai pas dit qu'on aura bien sûr 10 minutes, un quart d'heure de questions-réponses pour vraiment prendre le temps de bien comprendre le contexte. Mais avant cette partie de questions-réponses, c'est bien. Nous faut de la matière. Donc, Géraldine, je te propose de commencer et en te posant une première question qui est finalement, bon, donne-nous euh, commençons par le commencement, c'est-à-dire de bien comprendre quel est le métier de Framatome, mais tout en allant rapidement sur bah, pourquoi est-ce que le sujet de l'innovation est un sujet qui est au niveau de la stratégie, porté euh, assez, assez haut dans les objectifs et les enjeux aujourd'hui. Merci Séverine. Donc en quelques mots, Framatome est un acteur international qui conçoit, fabrique et maintient des équipements, des systèmes et du fuel, du combustible nécessaires au fonctionnement et à la performance des centrales nucléaires. Et dans ce contexte-là, on a des
d'innovation et des nouveaux domaines. Notamment, on peut citer le healthcare, la santé. On a des développements de radioisotopes pour traiter le cancer, ou sinon des acteurs du nouveau nucléaire. Vous avez sûrement entendu parler des SMR et des AMR, les petits réacteurs nucléaires. Donc, dans ce contexte-là, il y a plein de choses à faire. Mais aussi, on a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que c'est un secteur qui se porte plutôt bien. Donc, on a un carnet de commandes qui est plutôt rempli. Et ça peut être une mauvaise nouvelle pour l'innovation parce qu'on entend dire à quoi ça sert d'innover. Parce qu'on a des clients, on a du business. Donc, pourquoi s'occuper du futur? Donc, ça, c'est un contexte. Le deuxième, c'est que dans le nucléaire, on est sur des temps très longs de développement. Donc, il y a besoin d'anticiper, mais d'anticiper vraiment sur des 15-20 ans. Et surtout, c'est des problématiques très complexes. Et du coup, le client, il ne va pas forcément anticiper ses besoins. Ça, je pense que c'est assez classique chez tout le monde. Mais on est très drivé par la techno parce qu'il faut qu'on anticipe les besoins futurs des clients, parce que dès qu'ils en ont besoin, ils en ont besoin dans les 2-3 ans à venir. Et du coup, il faut qu'on vienne avec des solutions et des technos bien travaillés en amont. C'est pour ça qu'on a beaucoup de R&D, ce qui est assez classique dans une entreprise très techno. On est beaucoup sur le techno-push, pas mal en incrémental. Et du coup, dans tout ce contexte-là, c'est comment embarquer tout le monde, toutes les équipes, pour arriver à passer du techno-push à un techno-pull et un business pool et travailler tous ensemble en cohérence. Et donc, en fait, dans ce que tu dis, c'est qu'il y a, bon, on sent que voilà, le contexte pousse à ce que l'innovation émerge et crée vraiment de la valeur. Vous, ce que j'ai observé depuis le temps qu'on échange, c'est que vous avez eu à cœur vraiment de faire en sorte que ce soit très opérationnel comme action et que ce soit pas juste de l'incantation. Donc concrètement, donc tu as soulevé deux freins et deux difficultés, le sujet du market pool. Euh, Est-ce que, enfin, non, t'en as soulevé un. Est-ce qu'il y en avait d'autres et comment vous vous y êtes pris pour justement faire en sorte que ça s'ancre d'un point de vue opérationnel? Parce que on l'a peut-être pas tout à fait dit, mais voilà, tu fais partie de l'équipe, petite équipe corporate innovation. Vous êtes trois, avec Damien et S et qui est en ligne et Thibaut. Et donc, vous n'avez pas beaucoup non plus de moyens pour quelque part être moteur dans une transformation. Voilà. Donc, comment vous avez fait ce choix et quel choix vous avez fait pour embarquer et commencer à faire ce travail de transformation? Les constats qu'on a faits, qui sont toujours d'actualité, mais en cours de transformation, c'est vraiment qu'il y a un besoin de mieux identifier les besoins marchés, les pain points marchés et les besoins utilisateurs. Et donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième, c'est que l'analyse concurrentielle, ou en tout cas le regard sur l'écosystème global, n'était pas systématiquement fait. C'est-à-dire que beaucoup d'équipes partent un petit peu billes en tête sur leur sujet. Ils sont passionnés par la techno, par ce qu'ils font, et du coup, ils adorent travailler sur leur sujet, et souvent, ils travaillent dessus directement sans forcément regarder l'écosystème autour. Donc, pour cela, en effet, on s'est dit, il y a besoin de plus de structures, d'outils, de méthodes, d'accompagnement pour créer cet espace d'exploration, cette phase où on ne sait pas trop où on va, où on a encore besoin d'éléments factuels et valider des hypothèses. Et du coup, on est parti en partie, une de notre solutions, c'était de travailler avec Viadeo, avec le business design. Et c'est comme ça qu'on a
ça nous a permis de cadrer ces phases et donner des outils et des méthodes pour accompagner les équipes et étape par étape valider des hypothèses et vérifier vraiment le besoin client utilisateur. Moi, quand je suis arrivée, j'ai trouvé vraiment le bénéfice de cette méthode, c'est d'aller en contact par des interviews utilisateurs et d'aller en contact et sortir de la présentation du bureau de l'hypothèse et vraiment aller se confronter directement via des interviews parce que je sais que c'est des choses qui prennent du temps et qui passent souvent à la trappe. On préfère rester confortablement derrière son ordinateur, donc je pense que c'est un vrai bénéfice pour cela, cette méthode. Et alors peut-être, Eric pourra en parler peut-être plus justement concrètement sur ces projets, mais avant de passer la main à Eric, Géraldine, ce qui a un point aussi intéressant, c'est que je pense que vous avez été très conscient que sans mettre en place une systémique d'appropriation au sein des différents niveaux de collaborateurs dans l'organisation, ça pourrait pas marcher. Euh, euh, Nous, dans notre expérience, on a vu parfois effectivement des limites quand l'enjeu était uniquement de former les gens responsables d'innovation à des approches et des méthodologies. Vous avez eu une vision assez vite systémique. Alors, je vais partager une de tes slides. Je pense que c'est intéressant de comprendre pourquoi et comment cette systémique d'appropriation en fait de la posture et de la méthodologie s'est déroulée. Donc, on est passé via de la formation assez basiquement. Au final, on a commencé comme ça avec Vianeo en formant des coachs. Et après, on a réfléchi plus globalement comment former tout Framatome, enfin, tous ceux qui pouvaient être potentiellement intéressés. Donc, on a fait une segmentation de personnes. La première, c'est les Innovation Lovers. C'est potentiellement tout le monde chez Framatome. Et là, l'idée, alors concernant le business design et la marelle la méthode Vianeo, on va dire, c'est un format assez court, c'est juste montrer ce qui existe et ce qui est possible de faire. Et l'idée, c'est potentiellement, les lovers potentiellement deviendront des makers. Les makers, c'est vraiment les porteurs de projets d'innovation. Et eux, leur besoin, c'est qu'ils ont leur projet, mais c'est exactement ce qu'on a dit précédemment. Parfois, ça manque un petit peu d'outils, de méthodes, comment prendre le sujet, etc. Et du coup, on vient les accompagner. Donc, c'est vraiment les coachs, on va voir juste après, mais c'est les coachs en interne qui accompagnent les makers sur un format de 3 jours, sur une durée de 3 mois minimum, où on va faire un workshop en passant à la légitimité, désirabilité. On laisse à peu près 3 mois pour mener les interviews, et après, on se revoit pour faire la suite de la marelle pendant 2 jours. Donc, Et donc finalement, tout ce monde-là enfin, quels sont les enjeux entre alors toutes ces après, ouais, il y a cette formation qu'on a rajoutée qui est management, parce que ça nous a paru intéressant et surtout c'est parce qu'on a vu un blocage potentiel. Les makers étaient très contents de participer ce qu'on a appelé nous incubation business design, mais par contre, parfois les managers ne comprenaient pas forcément ce qu'ils faisaient et ce qu'ils pouvaient en tirer des résultats de ces 3 jours d'incubation. Et du coup, on a décidé d'ouvrir une autre formation de 1 jour pour vraiment comprendre à quoi servait cette marelle et surtout comment utiliser les outputs. Et je pense que ce qui est Et, clé aussi, c'est qu'on a fait une formation coach où c'est pas Vianeo qui est coach pour chez nous, mais par contre, c'est Vianeo qui nous certifie en tant que coach. Et après, on a des coachs internes, dont Eric est un de nos premiers bientôt certifiés, pour accompagner les équipes. Et ça, c'est super important parce que du coup, c'est en interne et c'est eux qui supportent les makers. donc il y a un enjeu enfin, si j'entends bien, il y a un enjeu d'appropriation, il y a un enjeu de langage partagé et peut-être aussi un sujet d'embarquement dans les projets à tous les niveaux. Et
et pour ça, un autre point sur lequel on a travaillé ensemble, mais vous avez été surtout enfin, très, très, très moteur dans l'objectif, je vais passer à la slide suivante, c'est le fait et encore une fois, on s'en est là, c'est la preuve que l'innovation, c'est avant tout une histoire de personnes et de personnalités, d'hommes et de femmes, et pas d'outils et de méthodes, elles sont là que en support. Mais donc, intéressant de voir le focus que vous avez voulu faire et que vous avez fait sur les rôles et les embarquements de profils divers dans les projets. Exactement. On s'est rendu compte, enfin moi c'est une de mes convictions aussi, c'est qu'un projet d'innovation, il faut des profils différents pour avancer et surtout bien définir, ça c'est classique, qui a quel rôle. Et du coup on s'est dit que ça pouvait être intéressant de définir au final quelle est l'équipe projet innovation idéale, parce que souvent on avait des experts techniques, mais on avait rarement d'autres profils. Donc on s'est dit que c'était quand même bien d'avoir le porteur d'innovation, donc le chef de projet innovation, un peu le chef d'orchestre qui va vérifier que la viabilité totale est bonne. Un spécialiste, là, ça va être plutôt l'expert technique qui est garant finalement de la faisabilité. Un référent business marché qui a la vision globale marché qui va amener au final la désirabilité et être sûr au final que c'est viable aussi. Et après, on a rajouté deux autres profils. Le sponsor, assez classiquement dans des grosses entreprises, mais s'il n'y a pas le top management qui est aligné avec la stratégie du projet, ça va être compliqué de convaincre en interne, donc c'est bien de l'impliquer dès le début. Et un profil aussi, un autre on a, je pense, qui est moins courant, c'est le référent visionnaire. Pourquoi on a créé ce profil-là? C'est que on s'est rendu compte que les sponsors n'étaient pas forcément disponibles. Pourtant, il y a besoin d'une vision globale, assez enfin, holistique, on va dire, et globale de ce qui se passe dans le marché du nucléaire. Et du coup, il vient challenger les équipes surtout notamment sur la partie, il est garant de la partie légitimité. C'est important parce qu'il est plus disponible que le sponsor et du coup, il peut venir en contact des équipes et vraiment challenger sur certains points. D'accord. Et alors, peut-être rentrons un peu des éléments de chiffres, mais enfin de chiffres et surtout de réalité après, enfin, parce que vous avez commencé vraiment ce travail-là, c'est assez récent, hein, c'est, on va dire, fin d'année dernière, début d'année. Euh, Combien de projets est-ce que vous arrivez à embarquer tous ces types de profils dans les projets? À ce Je stade. pense Voilà. on n'a pas fini, hein, mais on a commencé entre 20, je pense 23, je pense qu'on a 23 projets au total on a fait au moins le jour 1, après jour 2 et 3 qui sont en cours. Et l'entièreté de l'équipe, c'est une réalité terrain, on n'y arrive pas toujours. On a systématiquement le référent, le spécialiste, hein, le référent plutôt technique, le porteur d'innovation si c'est pas la même personne que le spécialiste. Par contre, le référent business, en tout cas nous, la façon dont on travaille chez Framatome, c'est des profils qu'on a beaucoup moins. Donc c'est compliqué de les embarquer sur 3 jours. Donc Eric pourra vous l'expliquer, mais il a trouvé une manière assez intelligente de les impliquer à des moments clés des workshops pour pas les surcharger, puisqu'au final, chaque personne a 5-6 projets, donc ça faisait beaucoup de charges pour eux. Alors, on reviendra sur, parce que du coup, tu nous as fait un bon teasing sur comment, parce que le sujet vraiment d'embarquer des équipes business, c'est fondamental. L'ancrage sur le marché, on le dit pas assez, enfin, si on le dit, et c'est ce qu'il y a de plus complexe, surtout en venant d'équipes très techno. Mais surtout, on reviendra après aussi sur, mais je vais laisser la parole à Eric. On reviendra sur, ben voilà, qu'est-ce que vous observez comme à la fois de difficultés, des choses qui se passent bien facilement par rapport à déploiement de tout ce programme finalement, qui est un assez gros programme de montée en compétences et d'embarquement des équipes. Et d'ailleurs, la RH est embarquée puisque c'est eux qui vont gérer au niveau de l'académie
tout le programme de formation que tu as écrit avec eux. Euh, Merci Géraldine. Alors je vais arrêter le partage et te laisser la parole Eric. Donc Eric, on le redit, tu es en charge de l'innovation dans une business unit, donc directement concerné par des projets. Peut-être tu peux commencer par nous donner un peu des éléments de contexte avant, comment ça se passait, et puis progressivement aller vers et maintenant, comment tu vis l'embarquement des projets des personnes et autour de avec ce support de la méthode. Ouais. Donc, du coup, avant, donc, en fait, on faisait du techno-push, hein, Géraldine l'a dit, hein. Donc, on a beaucoup de développement de technologie, puisqu'en fait, on a une boîte d'experts, parce que le nucléaire, c'est quand même assez compliqué techniquement. Donc, il y a beaucoup de profils, finalement, qui travaillent depuis 5, 10, 20 ans, 30 ans dans le même domaine, hein, qui ont vraiment une expertise très forte, qui échangent, qui ont quand même des contacts dans le nucléaire avec des clients indirectement, des choses comme ça, qui ont travaillé sur des projets par le passé et qui, du coup, ont des convictions et donc proposent des technologies, des développements, mais sans jamais questionner le client en lui disant bah tiens c'est quoi tes problèmes, à quoi je répondrai. Ils sont persuadés en fait de par leur expérience, leur expertise que ce développement va répondre à un besoin, une problématique et que ça va aller. Et on se retrouve du coup sur les bras avec pas mal de projets qu'on push sur le marché avec plus ou moins de succès. C'est quand même un peu compliqué puisque du coup le marché n'a pas été sondé à l'origine. Et en plus, tous ces sujets, du coup, ce qu'on faisait aussi dans le passé, c'est qu'on fait des business cases, parce que le business case, c'est quelque chose qu'on aime bien faire en général. Et donc, business case, c'est quand même assez, quand on n'interroge pas directement les personnes, en fait, c'est assez théorique, finalement. On se retrouve avec, euh, avec le fait d'avoir la problématique en fait, qui est issue de l'expert. Donc, l'expert, il a imaginé une problématique qui paraît tout à fait plausible, en général, qui est plutôt intéressante. Mais bon, est-ce qu'elle est vraie? Ça, c'est la question. Une solution associée. Et puis ensuite, on prend, par exemple, on regarde le nombre de réacteurs nucléaires installés dans le monde. On regarde les réacteurs nucléaires qui sont sur des marchés qui sont accessibles, sur lesquels on a plus de chances d'installer cette solution ou pas. On prend un chiffre d'un montant qu'on pense qu'on pourrait vendre cette solution par rapport au prix d'installation. Et puis on fait des projections, mais c'est tout très théorique. Il n'y a pas vraiment de Alors, pratique, on va dire. Donc ça, c'est vraiment le passé. Et du coup, effectivement, avec cette méthode de Vianeo Business Design, donc que les équipes corporate, Géraldine, nous ont amené, et on s'est posé les questions différemment. On a un peu changé un peu tout ce contexte en se disant, voilà, effectivement, les experts, ils ont des idées et c'est très bien. Et il faut qu'ils continuent d'avoir des idées. Mais il n'y a pas que eux qui peuvent avoir des idées. Il y a aussi, du coup, on a créé plusieurs moyens pour identifier les sujets, pour avoir un pool de sujets globaux qui vont passer par cette méthode. Donc, les projets, on a la recherche amont. Donc, ça, c'est les experts qui ont des idées. Le challenge innovation, donc qui permet d'avoir des idées de n'importe qui, en fait. Donc, aussi de renouveler les proposeurs de sujets, d'avoir des personnes qui sont hors R&D, puisqu'on l'a dit, hein, c'est souvent la R&D qui phosphore. Il y a quand même pas mal d'idées hors R&D. On a même des sujets qui viennent des forces commerciales. Donc après, effectivement, il faut trouver le profil technique sur le sujet. Et du coup, donc une fois qu'on a collecté toutes ces idées, il y a un postulat de départ qui est fait. Tu vois, je sais pas, comment améliorer la performance des réacteurs. Voilà. Bon, peut-être un peu plus spécifique, hein. Et donc, on se pose la question, donc, par cette marelle de Vianeo, donc, de la légitimité, puisqu'effectivement, on a des projets par le passé qui ont été lancés, qui étaient très technologiques, qui étaient intéressants parce qu'on avait les compétences, mais finalement, aujourd'hui, on se pose la question, est-ce qu'on était légitime? Est-ce que Framatome avait vocation à vendre ou à développer ce genre de choses? Donc, déjà, c'est une bonne base, parce que déjà, on peut faire un pré-filtre. Ensuite, l'aspect désirabilité, où là, du coup, on va mener des interviews et vraiment, les équipes techniques vont devoir se confronter au terrain, se confronter à, tiens, moi, mon expertise, je suis persuadé qu'il y a ça comme besoin.
et puis aller interviewer les clients et puis peut-être se rendre compte qu'en fait, la problématique du client, ben, c'est pas ça, c'est autre chose. Et donc, réorienter un peu leur processus de pensée. Donc, pour ça, ben, les équipes n'ont pas l'habitude, hein, donc on doit les accompagner régulièrement, hein, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, pour voir avec eux, pour les aider à structurer, etc. Parce que sinon, bah, ils ne les font pas les interviews, parce que c'est quand même plus simple de bosser sur la technique, de faire son projet technique, que d'aller questionner un client. En plus, l'accès au client est parfois un peu compliqué. Donc, comme l'a dit Géraldine, pour les sessions de business design, donc sur le jour 1, par exemple, eh ben, on fait intervenir les forces commerciales, les solution managers sur leur dédié à la désirabilité pour qu'ils échangent vraiment les équipes, qui soient impliquées et qui donnent des contacts et qui sont impliqués par exemple dans les interviews. Et puis, Juste un point, donc en fait, dès le départ, tu fais en sorte que les différents profils là, qui étaient présentés qui ont été définis par Géraldine, enfin et par l'équipe, sont embarqués dans les projets? alors pas tous. Pour moi, le plus important, c'est vraiment qu'il y ait le chef de projet, Mm. innovation. Donc en général, qui se recoupe un peu avec l'expert technique. Donc là, c'est il y a un peu un double profil. Donc, on peut se retrouver parfois avec des experts techniques qui sont pas forcément chefs de projet innovation. Donc là aussi, il y a une petite problématique à lever. Le business, l'aspect commercial business, ça aussi, on pense en avoir dès le début. Le coach, bien entendu, puisque s'il n'y a pas d'accompagnement, en fait, il se passe Mm. rien du tout. L'aspect visionnaire aussi, on essaie de l'avoir dès le début, puisque c'est bien quand même d'avoir une vision sur le futur, de vérifier la légitimité du sujet. Pour le sponsor, on attend un petit peu, parce que finalement, Mm. cette session business design, en fait, pour moi, le but, c'est vraiment d'avoir fait ces 5 preuves de valeur, donc légitimité, désirabilité, acceptabilité, faisabilité et viabilité. Et ensuite, une fois que tout est fait à travers votre outil, hein, Vianeo, de pouvoir présenter ça à un sponsor identifié et le convaincre ou ne pas le convaincre. Et donc Mm. prendre une décision de go, no go, sur des faits factuels, des interviews clients, des solutions techniques, le marché, comment on estime le business. Et là, le sponsor, bah, soit il va être embarqué, soit il va pas être embarqué. S'il n'est pas embarqué, ben, l'idée, c'est pas la bonne. No. Il faut voir Mm. autre chose. Mm. S'il a embarqué, ben, du coup, l'équipe, elle se complète et on peut aller plus loin et, Mm. euh, et vraiment atteindre ce marché. Et donc, ça veut dire que dans les ateliers, il y aura quand même, enfin, un porteur est jamais tout seul pour travailler sur son projet. Ouais, en général, effectivement, dans les ateliers, il y a le porteur. Et souvent, comme c'est souvent il y a des personnes techniques, en fait, ils sont pas seuls à bosser sur le sujet. Donc, ils sont souvent un collègue, quelqu'un dans leur équipe qui est là. Donc, ils sont deux à réfléchir au sujet. Et puis le business, le commercial, lui, il va les interviewer, il va les challenger fortement pendant l'aspect commercial, en fait. Hein. Donc, comment le client, ah bon, c'est ce profit, t'es sûr ce besoin, bah, moi, je l'ai jamais vu. J'échange avec les clients tous les jours. Et donc, il va remettre en cause ce qu'ils font et remettre bien en cause tout ça. Hein. Et puis ensuite, effectivement, il a fait l'aspect coach, donc qu'on fait. Hein, Géraldine aussi le fait, même sur les projets de ma BU, hein, parce que du coup, c'est elle qui Mm. nous a tout appris. Hein. Qui va animer et questionner. Et, et du coup, le coach, bah, lui, il interroge et il a vraiment ce rôle de poser des questions, de faire amener à poser cette réflexion. Bah, tiens, c'est quoi, enfin, pourquoi ce projet, pourquoi ce profit, pourquoi tu vas interviewer telle personne, De déranger. c'est ça. Et est-ce que vous voyez des... Parce que de ce que j'entends, on n'a pas le sentiment que c'est une trop grosse problématique de trouver des projets. Je me trompe? Non, c'est pas une grosse problématique. Et ils y sont. Donc, je crois qu'aujourd'hui, dans toute organisation, il y en a beaucoup plus sous le capot qu'on les laisse justement être actionnés. Mais du coup, est-ce que tu sens des freins, des difficultés à lancer finalement des projets dans un mode beaucoup plus exploratoire, hein, puisque on pousse à cette Ah, posture de questionnement, d'ouverture, c'est vrai d'exploration? que l'accès au coût, il est assez exclusif, hein, du coup, au commercial. Donc, le commercial, lui, enfin, on a quand même encore la vision qui est que le client est la
propriété, si j'ose dire, du commercial, et que si quelqu'un d'autre va s'interfacer avec le client, bah, il risque de détériorer la relation client, alors que ça pourrait mener à des questionnements, des réflexions, à répondre à plein de problématiques clients qui sont pas dans des discussions commerciales classiques. Euh, Parce que du coup, le commercial, il répond à des appels d'offres, il parle avec le client, mais il n'est pas en développement de business, il n'est pas en échange sur la facturation de l'idéation. Donc, bah, du coup, il y a encore ce point un peu de blocage où on aimerait que les échanges et l'accès au client soient plus simples, plus permanents, on va dire. On a Euh, encore un vrai enjeu d'accompagner, de former sur cette phase exploratoire et qu'il y a des interviews exploratoires et que c'est pas du tout la même démarche quand on va voir le client en phase exploratoire que quand on va le voir en phase de démarchage commercial. Et à la fois pour les managers et à la fois pour la partie commerciaux, sales, les référents business, c'est encore, du coup, on a commencé les formations, c'est encore en cours, mais on voit que malgré les formations, c'est difficile de faire changer le mindset, donc on a encore des choses à faire de ce côté-là. Alors qu'effectivement, c'est eux qui ont l'accès à potentiellement, comme on dit, des insights, Exactement. des besoins et des enjeux. Donc, ça, c'est un enjeu fondamental que d'arriver effectivement à les embarquer. Et au niveau des managers, des personnes qui sont peut-être moins, voilà, dont le quotidien n'est pas d'aller explorer, mais plutôt d'exploiter. Est-ce que là, vous identifiez des freins ou c'est là qu'on se rend compte que c'est quand même un travail un peu plus changement de culture finalement, parce que les managers, ça fait 5, 10, 20, 30 ans qu'ils fonctionnent toujours en techno-push. Le fait d'ajouter des interviews clients, des choses comme ça, bah, ça ralentit le projet finalement, alors qu'ils ont envie d'aller vite. Tout le monde a toujours envie d'aller vite. Et du coup, on se retrouve rapidement dans le travers où on commence à faire quelques interviews. Il y a un échange avec un manager et puis il va dire oui, bah maintenant faut présenter ta solution client et non, faut pas présenter la solution client parce que si on dit au client bah tiens ta solution, regardez-nous ma super solution, mon super robot qui va tout faire pour vous, le client il va dire que c'est génial, hein. Et c'est normal, il va dire mais est-ce qu'il fait ça, est-ce qu'il fait ça, est-ce qu'il fait ça et on va développer tout ça, ça va servir à rien et finalement il l'achètera pas parce qu'en fait c'est pas son problème, hein. Il n'a pas de problème, il n'a pas de besoin sur ça. Mais c'est génial, effectivement. Par exemple, un robot, hein, si je reprends l'exemple d'un robot. Et du coup, ils sont vite dans ces travers, hein. Et donc, on essaie de leur dire, non, non, il faut vraiment cibler la problématique, repasse dans la problématique. Et c'est à chaque discussion, on sent qu'ils repartent dans leur travers. Et donc, il y a vraiment un vrai changement de culture à faire par les porteurs de projets, par le management, et c'est l'éducation permanente. Et, euh, et effectivement, je pense qu'il faut un certain nombre d'années pour changer cette culture. Et il y a des premiers projets qui sont sortis comme ça, et de plus en plus, et petit à petit, les porteurs de projets, eux, sont plutôt assez enthousiastes par contre. Donc c'est bien parce que ça veut dire que dans les équipes, ils vont aussi créer ce changement de culture. alors, on va prendre le temps, mais j'ai une dernière question pour vous. Chacun, en fait, justement, donc on sent que c'est quand même un vrai sujet de transformation interne pour apporter comment dire, cette confiance en soi d'aller explorer. On a plutôt confiance en soi quand on est sûr de ce qu'on apporte, mais pas quand on va questionner, en théorie. Donc, il y a une vraie transformation. Donc là, vous engagez vraiment un programme vraiment et à grande échelle, même si vous commencez par des early adopters que sont les personnes de la R&D qui sont aujourd'hui les plus sensibles à l'innovation. Et donc, il y a une question qu'on aime bien, en particulier dans les entretiens exploratoires, dans la trame d'entretien exploratoire que l'on préconise, c'est la baguette magique. Donc l'un et l'autre, si tu l'avais deviné, Géraldine. Je la voyais venir. Et je voulais pas préparer. je- Elle sort du chapeau, ma baguette magique. Si vous aviez une baguette magique l'un et l'autre,
Qu'est-ce que vous souhaiteriez pour que voilà, tout ce mouvement-là ne soit pas un coup dans l'eau, hein, ou un pavé dans la mare et qu'il y ait un vrai changement de fond dans l'organisation? Commencer. Bah, moi, ben, du coup, je l'ai un peu dit avant, hein, en fait, c'est que l'accès aux clients soit totalement transparent pour les équipes techniques, parce que finalement, ils échangent techniquement avec le client, et donc ça permettrait d'interviewer facilement, d'avoir des échanges permanents, et le client serait content, puisqu'on lui amènerait des réponses à ses problèmes, et ce serait un cercle vertueux. Et le deuxième, c'est pouvoir changer un peu la mentalité et l'organisation dans son ensemble plus rapidement, parce que du coup, ben, que ce soit côté R&D ou management, ben, ils retombent vite dans leur travers et ils ont vite envie d'aller vite et tout doit aller vite. Et donc, on se retrouve dans le techno-push dès qu'on fait quelques interviews. Ah ben tiens, c'est pas présenter ta solution et c'est devant ta solution. Bah non. Et du coup, essayer de leur vraiment de leur faire prendre conscience. Moi, ça rejoint un peu Eric, mais que ça devienne systématique, en fait, qu'on se pose même plus que pour chaque sujet, on aille directement voir le client, que le client ait l'habitude qu'on ait ces phases-là et que ça soit plus un problème de l'identifier, de le chercher et de dire, bah, parce que là, c'est compliqué de faire comprendre. Il y a aussi côté client, faire comprendre dans quelle phase on est et qu'on n'est pas là pour lui vendre quelque chose. Lui non plus n'a pas l'habitude. Et du coup, je trouve ça, j'aimerais bien qu'on en fasse plein pour que ça devienne une habitude pour tout le monde et que ça soit sain d'aller dans ces phases-là, comprendre les besoins et que ce soit un échange et que tout le monde comprenne l'intérêt et que du coup, ça devienne une routine systématique. Bien, alors les défis lancés, on va prendre les merci beaucoup pour ces illustrations. Et je vais prendre la balle au bon pour la première question parce que donc tu dis que ce soit systématique d'avoir cette posture vraiment d'ancrage sur les besoins. Et du coup, je vais répondre à une question. Pourriez-vous nous parler de la marelle? Donc, je vais là juste rapidement et comme ça la représenter à nouveau parce que effectivement, je suis passée vite dessus. Mais quand Géraldine dit voilà, que ce soit un réflexe de partir des besoins, des usages et de la réalité avant de définir l'offre, voilà ce que effectivement propose la Marelle Vianeo. C'est un processus systémique cognitif aussi, parce que c'est ce qui se passe dans la tête des porteurs de projets, qui est de montrer le cheminement logique pour passer d'un problème à résoudre, de capacités, de moyens, d'atouts différenciateurs, d'assets, en fait, à une solution viable et déployable. Et l'enjeu, c'est que pour y arriver, on n'a pas le choix, il faut traverser ce questionnement-là dans un sens au départ, qui est celui de la marelle, où on va de l'ancrage dans la terre au ciel, l'espérance de création de valeur. Et donc, on doit y passer. Évidemment, ça ne veut pas dire que après, et c'est pour ça que c'est sous forme du marelle, c'est qu'on fait des allers-retours, qu'on ne cesse de consolider, de revisiter, de re-questionner, de surtout mettre à jour de manière itérative et très fréquente, surtout au départ, pour valider toutes les hypothèses qui vont permettre de faire entrer enfin, de faire surtout, de rendre cohérent ses capacités avec la valeur attendue sur le marché. Voilà cette marelle qui, du coup, est diffusée et aujourd'hui déployée au travers des formations et avec un support digital pour mieux pouvoir l'appréhender. Euh, voilà pour le sujet de la marelle. Je vais arrêter le partage. Il y avait une autre question. Euh, alors Mathieu, qui est connu, Mathieu Guillot, qui avait une question. Cela veut dire qu'il faut avoir un échange au préalable entre la personne de Framatome qui va interviewer le client et le commercial, histoire d'avoir le même langage et ne pas avoir un discours contradictoire qu'un client ne comprendrait pas. Qu'est-ce que Ouais, vous tout à dites de fait. ça? Et effectivement, toutes les personnes techniques qui vont interviewer des clients ont pour instruction de prévenir le commercial qui vont l'interviewer dans ce cadre et pour quel sujet, comme ça le commercial il tombe pas
au dépourvu quand le client lui dit, ah bah tiens, l'autre jour, j'ai vu ton collègue et il m'a interviewé sur ça. Voilà. Comme ça, il y a pas de souci sur ça. Et peut-être que d'ailleurs le commercial peut lui-même faire des entretiens exploratoires, en Mais, fait, quelque part être embarqué aussi dans le projet. En binôme, enfin, on recommande de toute manière les interviews de les mener à deux, Ouais, c'est ça. toujours Mm. une personne qui interviewe, l'autre qui peut prendre des notes. Et surtout, c'est pas tant ça, c'est pouvoir échanger. Il y a les biais cognitifs forcément, donc on entend certaines choses et pas d'autres parce qu'on a envie d'entendre certaines choses. Donc ça permet à la fin de l'interview d'échanger et d'être sûr d'avoir une bonne synthèse globale du sujet. Donc on recommande très vivement d'être à deux. Donc souvent c'est un technique et un commercial, si c'est possible. Et là, on verra que les choses évoluent et que la transformation est en cours. C'est quand le commercial fera de son propre chef des entretiens exploratoires et remontera du coup des insights au projet. Une question de Paul. Comment est-ce que vous collectez les nouvelles idées et comment décidez-vous de lancer un nouveau projet? eh ben, on a un challenge innovation qui permet de remonter des idées. On a la recherche amont qui permet où les personnes côté R&D suggèrent des idées. On a aussi des idées côté stratégie de l'entreprise, en fait, où il y a des tendances et des souhaits qu'on développe sur des sujets. Et donc, là, on va chercher des gens techniques qui seraient à même de travailler sur le sujet. Et ensuite, pour le lancement, en fait, c'est le but de cette Marel Vianeo, finalement. On va investir un petit peu sur ce business design. C'est pas un investissement énorme sur chacun des sujets euh, qui nous semblent les plus pertinents. Et puis ensuite, ça permettra à la fin de faire une synthèse et de prendre une décision de go no go en présentant ça à un sponsor. Donc c'est vraiment en fait ce business design qui permet de choisir, de décider un nouveau projet. Et Après, on, voilà. et on va même plus loin. Enfin, on a décidé sur un certain type de sujet, ce qu'on appelle nous upstream R&D, pardon, vraiment en amont, d'utiliser Neo, donc la partie IA de via Neo, pour que le porteur de projet puisse en conversationnel discuter avec l'IA via Neo pour commencer à défricher le terrain et voir ce qu'il connaît déjà sur son sujet et lui poser des questions. Et nous, ça nous permet de déjà faire une présélection et après décider s'ils vont aller en business design, en workshop business design. Ça, on l'expérimente. On peut pas vous donner un retour parce qu'on va le lancer très prochainement, mais c'est une des. Il me semble que Vianeo l'a créé pour ça et nous, du coup, ça nous parle bien parce qu'on a beaucoup. On n'est pas en manque de sujets, on n'est pas en manque d'idées, on est plutôt en manque d'être sûr qu'il y a un besoin marché avant d'investir du temps et de l'argent dans les sujets. En manque de quelque part rationalisation voilà, de la décision en fait. Et je pense que c'est ça le gros changement aujourd'hui qu'on voit se produire dans les organisations. C'est comme tu le dis, les idées ne manquent pas, mais la décision de pourquoi on y va, pour le coup, reste complexe. Une question de Jean-Luc. Euh, Entre la marelle et le slide présenté en début de la séance sur l'ISO, y a-t-il une sorte d'homothétie? On sent l'ingénieur. Il y a surtout la marelle s'insère dans la partie du cœur de la norme, qui est la partie opération et transformation d'une idée en création de valeur. Voilà. Après, l'enjeu, c'est que justement, cette approche-là s'insère dans une vision globale de l'innovation et soit pas juste un élément à part, en fait, que ce soit le moteur au service de tout le Innovation Management Framework, comme l'on dit chez Framatome. Et seconde question, la partie conversationnelle est un RAG. Non, c'est pas un RAG, c'est un chatbot pour l'instant. Bah, d'ailleurs, peut-être, Elise, on peut rajouter le lien vers l'IA Neo qui aujourd'hui est une application à part. Mais c'est un chatbot, donc il n'y a pas de base de données de projet derrière. Il y a juste une base
d'agents IA qui savent très bien, qui ont très bien été formatés dans le cerveau de Pascaline, qui est la directrice des services et formation chez Vianéo, qui a formé Géraldine et Eric, et voilà, et donc qui pose les questions. Alors là, c'est plutôt pour Géraldine. Pouf, pouf. Comment organisez-vous les workshops? Est-ce toujours une même période de la semaine, trimestre, etc. Et quel retour avez-vous sur le temps demandé au métier? Oui, le sujet du temps clé. Bon. Alors, ce qu'on a fait pour l'instant, parce que on est 4 personnes coach en cours de certification, donc on est 4 personnes habilitées à coacher, à accompagner ces formations. Donc là, pour l'année à venir, on s'est déterminé, on en fait un, je crois qu'en moyenne, c'est un par trimestre par personne. On s'est distribué les workshops et du coup, ça passe via la formation RH et après, on collecte les besoins par projet et après, on les dispatche dans les sessions. Comment ça se passe? Du coup, c'est une journée, 3 mois et après, jour 2 et 3 pour le reste. Et il y avait quoi d'autre comme Le temps, voilà, l'embarquement, est-ce que les gens... quel retour avez-vous sur le temps demandé au métier? Pour l'instant, en fait, c'était un peu la façon de le détourner. C'était une très bonne idée d'Eric, c'est de le passer via la formation. Du coup, c'est un temps formation. Alors, c'est formation interne, mais c'est un temps formation. Et du coup, les managers, je pense, c'est plus facile pour eux d'autoriser un temps formation qu'un temps projet. Après, il va se poser la question demain de ceux qui ont déjà été formés, qui vont passer un deuxième projet. Il faudra, en plus, ils auront déjà été formés, donc peut-être qu'on fera des formats de workshop plus courts. Enfin, il faut qu'on repense un peu la suite. Mais là, pour embarquer tout le monde, passer par la formation, ça a un bénéfice à la fois pour les managers de valider et eux et pour le budget, exactement. Ça répond Alors, à la dans la question. foulée, et je prends la dernière question, comment accompagnez-vous les équipes projets avec la nature itérative des projets, alors que beaucoup de mode projet en cascade est le mode par défaut? Et c'est intéressant aussi parce que ça pose la question de l'itération sur justement des projets qui sont passés dans des formations à un premier niveau. Voilà. Et bah, du coup, donc on fait le jour 1, donc après il y a les interviews clients pour valider le problème, pour identifier les problèmes et les besoins. Et en fait, c'est ce qui permet d'avoir cette nature itérative, parce que finalement, on va identifier des besoins, des problématiques pour les clients qu'on aura interviewés, qui eux, ben, ils ont été interviewés, donc on leur demande, est-ce que vous êtes prêts à ce qu'on va échanger avec vous? Et donc, une fois qu'ensuite qu'on a cadré ces besoins, ces problématiques, on va imaginer une solution technique avec la faisabilité. Et on va revenir les voir en leur disant, bah, tiens, nous, on avait identifié cette problématique vous concernant. On pensait y répondre de telle manière. Qu'est-ce que vous en pensez? Et eux, ils vont nous dire, bah, ah bah oui, là, c'est pas mal. Ah bah non, là, j'imaginais pas du tout ça. C'est pas du tout ce que je pensais, etc. Et du coup, le but, c'est d'itérer avec le client. Et en plus, c'est un double bénéfice puisque le client, du coup, est un peu acteur du développement, de l'innovation. Euh, et donc, il sera plus à même de l'adopter, de l'installer, d'être le premier à l'installer, donc d'avoir un first of a kind. Et donc, on peut aussi tirer avec lui, donc il va le tester, et puis on va se rendre compte que c'est pas totalement ça, et puis du coup, on va pouvoir faire des itérations, mais tout en ayant des clients engagés qui ont des besoins, des problématiques, et donc c'est assez vertueux, et ça permet de faire une itération vertueuse par rapport à une itération de techno-push qu'on avait jusqu'à présent. Donc, c'est pas du mode projet en tunnel. Surtout pas, c'est vraiment du mode projet en connexion permanente avec la réalité du terrain. Au début, qui est très exploratoire et progressivement qui va permettre de tester les produits. Mm. Et concernant les workshops, souvent c'est un workshop sur un sujet. Mais ça nous est arrivé, enfin, le premier sujet qu'on a fait avec Vianéo, on s'est rendu compte que c'était pas forcément la bonne cible. Du coup, on a réitéré, on a refait sur le même sujet totalement un autre business design pour retravailler après avoir pivoté en fait. Donc c'est aussi comme ça à la fin d'un sujet, on peut décider de le refaire, mais avec un autre angle qui sera l'angle normalement le bon parce il est issu des entretiens. Voilà.
L'enjeu est d'arriver en permanence à trouver cette conjonction entre une réalité de besoin et une capacité de solution à mettre en face et en phase. Très bien, on va pas dépasser l'heure, et l'heure tout juste, puisqu'on a démarré à 17h03. Merci infiniment pour ce cas très concret, pour votre disponibilité, votre temps. Et n'hésitez pas pour les participants, merci d'avoir été participants. Et n'hésitez pas à peut-être même prendre contact directement avec Géraldine et Eric sur LinkedIn pour échanger sur cette expérience extrêmement concrète et très engageante, puisqu'il semblerait qu'après 3 mois, ça démarre à fond et que là, on ne sait plus comment stopper les projets qui rentrent qui toquent à la porte. Exactement. Un grand merci. Merci, Merci bonne soirée. beaucoup. À très bientôt.